Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Nicolas Froissart. Nicolas est passé de juriste à co-dirigeant d'un grand groupe associatif, le groupe SOS. Chaque jour, il met en lumière des personnes de l'ombre, des héros du quotidien avec le hashtag Dénonce tes héros sur LinkedIn. Il est suivi par plus de 66 000 personnes aujourd'hui. Mais aussi, il partage dans cet épisode son parcours, ses conseils pour aborder un changement professionnel, mais aussi comment distinguer les entreprises qui sont respectueuses ou pas du développement durable. Bonne écoute! Bonjour Nicolas! Bonjour Stéphie. Bonjour Nicolas, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast et j'aime bien faire l'historique à chaque fois en début aussi de podcast pour montrer à quel point les invités ont vraiment beaucoup de cœur et de gentillesse. Nicolas a pris du temps pour pouvoir être certain de vous apporter des réponses utiles et concrètes. Donc, alors qu'il est très très occupé, vous allez découvrir pourquoi. Voilà, donc déjà je tenais juste à faire ce petit clin d'œil. Merci beaucoup Nicolas d'être là. Merci beaucoup Stéphie, je suis ravi d'être là. Et la première question, c'est justement qui es-tu? Alors, je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui je suis un des dirigeants d'un des principaux groupes associatifs non lucratifs en France et au-delà qui s'appelle le groupe SOS. Merci Nicolas. Et j'ai eu le plaisir de te découvrir en fait grâce à LinkedIn parce que tu fais partie des rares personnes qui diffusent, pour moi en tout cas aujourd'hui, des bonnes ondes, particulièrement sur ce réseau et ailleurs. J'essaye. Ah oui. Justement grâce à Dénonce tes héros, le fameux hashtag qui me touche particulièrement. Donc je voulais te remercier aussi de mettre en valeur des héros du quotidien. Oui, il y en a beaucoup. Des héroïnes et des héros du quotidien qui font des choses extraordinaires pour notre société. Malheureusement, on n'en parle pas toujours beaucoup dans nos pays. Et on avait envie avec des amis pendant la crise sanitaire, en fait, qu'on continue à reconnaître ceux et celles qui s'engagent pour la société. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que chacun puisse parler peut-être davantage des personnes qui l'inspirent au quotidien. Merci, c'est une super jolie démarche. D'ailleurs, j'imagine que toutes les personnes qui ont eu la chance d'être mises en valeur peuvent partager aussi mon avis. En tout cas, j'aimerais aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui ont peut-être des héros du quotidien à partager à Nicolas, à lui envoyer peut-être des suggestions et petit bout d'histoire. Voilà, c'est super. Et ce qui est génial aussi que j'ai découvert grâce à Peggy, que peut-être un jour vous découvrirez via ce podcast. Ce serait bien. Voilà, si elle nous entend. C'est une petite fée LinkedIn qui est toujours là en fait pour m'inviter, en tout cas moi, à m'attirer mon œil sur tout ce qui est autour de la reconversion professionnelle. Donc vous imaginez bien que vis-à-vis de ce podcast, c'est super utile. Et pour mon job, tout simplement. Et donc... un grand bonjour à Peggy, effectivement. Voilà, un petit coucou. Et Nicolas, justement, Peggy m'a expliqué aussi que finalement, ton parcours, à l'origine, t'étais pas dans ce domaine-là. Et c'est aussi ce qui m'intéresse. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours, justement, professionnel? Ouais, moi je me suis reconverti assez tôt, il y a longtemps maintenant, hein, c'était au début des années 2000 en fait. Moi je suis juriste de formation, j'ai fait 5 ans de droit et je me suis un peu planté dans mon orientation et je voulais faire autre chose alors j'ai déjà fait une première bifurcation puisque je suis parti vers la sociologie des organisations
Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la sociologie, mais appliquée au monde des entreprises, c'est-à-dire comprendre pourquoi une organisation fonctionne et dysfonctionne en étudiant le jeu entre les différents acteurs, entre les différents groupes d'individus, leurs stratégies, leurs enjeux. Voilà, ce qui peut permettre de mieux faire fonctionner l'organisation. Et puis après, je me suis fait quand même rattraper par mon parcours de juriste et particulièrement de juriste en droit des assurances, puisque c'est ça que j'avais fait en 5e année. Il fallait bien travailler et donc j'ai été recruté dans une grande compagnie d'assurance française où j'ai appris des choses. Hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et j'ai appris beaucoup de choses. Mais en tout cas, le travail ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire, je pense. Et après, comme souvent dans la vie, des rencontres font que tu peux aussi trouver des gens, rencontrer des gens, trouver des idées qui vont t'inspirer pour faire autre chose. Et voilà, et les rencontres de la vie ont fait que j'ai rencontré le groupe SOS, aujourd'hui ce grand groupe associatif qui représente environ 700 établissements dédiés à l'intérêt général, 20 000 salariés, donc zéro actionnaire puisqu'on est complètement associatif, non lucratif. Et voilà, cette rencontre m'a permis de mieux comprendre ce que je voulais faire et j'ai fait le pas à l'époque. Et bon bah justement, j'allais te poser la question, quel a été ton déclic? Mais si je comprends bien, est-ce que ton déclic c'est quelque part la rencontre que tu as faite ou aussi les réflexions que tu t'es fait? Comment tu es passé quelque part de la réflexion à ce changement? On y reviendra peut-être après, mais c'est vrai que je pense que je me sentais pas forcément à ma place dans ce que je faisais. Donc je pense que c'est important d'être capable de savoir où on en est et d'avoir toujours une réflexion liée à ça. Et puis après, j'avais toujours, je pense que j'avais cette envie d'être le plus utile possible. Alors, savoir d'où ça vient, c'est difficile, mais c'est vrai que j'avais fait assez tôt, jeune adolescent, en tout cas à l'âge où c'est possible de le faire, j'avais passé mon brevet de secouriste. Quand je travaillais dans cette grande compagnie d'assurance, je commençais à regarder les associations qui pouvaient peut-être m'accueillir pour y faire du bénévolat, notamment en matière de protection de l'enfance. Donc voilà, savoir d'où ça vient, c'est compliqué, mais en tout cas, il y avait cette envie de pouvoir m'engager bénévolement et pourquoi pas professionnellement dans un domaine d'utilité sociale. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on parle un petit peu plus de l'engagement citoyen, de ce qu'on appelle parfois l'économie sociale et solidaire, de l'entrepreneuriat social. Il y a une vingtaine d'années, c'était plus difficile, donc j'avais pas forcément ces infos-là qui me permettaient de savoir qu'on pouvait aussi finalement travailler dans un secteur non lucratif ou en tout cas dédié à l'intérêt général. J'en avais aucune idée, en fait. Et donc C'est ça. c'est pour ça que les rencontres peuvent être utiles dans ces cas-là et être peut-être aussi en veille par rapport à ce qui pourrait nous intéresser pour la suite de notre carrière ou de notre engagement professionnel. Et d'ailleurs, c'est une bonne question. Voilà, comment on distingue les entreprises qui sont, disons, qui communiquent sur du développement durable, mais qui, en vrai, voilà, ne sont pas très au clair sur la notion de développement durable en termes d'action, et justement ces entreprises qui ont un but solidaire, économique, et social. Comment on peut les différencier? Alors, c'est difficile à dire, mais il- il- quand on s'intéresse à une entreprise, il y a plein de moyens de savoir effectivement si elle est vertueuse ou pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écrire ici et là. Il y a quand même aujourd'hui, toutes les entreprises ont des ambassadeurs aussi qui peuvent être, par exemple, leurs clients, mais aussi surtout leurs salariés. Donc, c'est peut-être être à l'écoute, notamment sur les réseaux sociaux, de ce que peuvent dire ces personnes-là, de la façon dont s'engage une entreprise. Après, je crois que tant qu'on n'y a pas mis les pieds, c'est toujours un peu difficile aussi de savoir si une entreprise est uniquement dans le green ou le social washing ou si elle a une vraie sincérité dans ses engagements sociaux et environnementaux. Donc voilà, il faut essayer
Et puis aujourd'hui, moi, je fais partie de réseaux qui plaident justement pour qu'il y ait une évaluation peut-être plus transparente et pourquoi pas une évaluation publique de l'impact social, de l'impact environnemental, de la façon dont la gouvernance est partagée, de la façon dont la richesse est partagée au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça fait partie des sujets aussi que je porte pour qu'un jour peut-être une évaluation la plus indépendantes possibles permettent de savoir quand on est consommateur ou futur salarié ou salarié d'une entreprise si cette entreprise est vertueuse ou si au contraire elle est plutôt destructrice de valeurs sociales ou environnementales. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que dans ton changement aussi, parce que oui, dans tes changements d'activité quelque part, dans ton évolution, parce que ça fait plusieurs années aussi que tu es dans ce groupe, j'imagine que tu as aussi à nouveau à chaque fois pris part à d'autres projets. Est-ce que tu as eu des blocages ou des difficultés justement avant de te lancer dans chacun de tes projets professionnels? Pas tellement. En plus, je travaille dans une organisation quand même qui est justement très agile et qui se concentre justement sur la réalisation et la concrétisation de projets qui parfois sont très complexes. Aujourd'hui, on gère des hôpitaux, on gère des maisons de retraite, on gère des structures sociales, des structures éducatives pour enfants en difficulté sociale et familiale. Moi, je m'occupe beaucoup de notre secteur culture puisqu'on réinvente aussi des modèles d'établissements culturels qui permettent au plus grand nombre d'accéder à une culture de qualité. On développe aussi l'entrepreneuriat culturel. Enfin, on a des projets qui sont extrêmement ambitieux et qui sans doute ont pour objectif aujourd'hui de lutter contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en Europe, et de faire en sorte qu'on soit capable de proposer une qualité de service à tous équivalente, qu'on ait beaucoup de moyens ou qu'on n'ait pas de moyens. Voilà. Donc, et je pense qu'en fait, par rapport aux conseils qu'on peut donner aussi aux personnes qui nous écoutent, je pense que c'est intéressant de voir si l'organisation qui va vous accueillir, qui est non-profit, par exemple, euh, va et quand même tourner vers une forme de professionnalisation et d'entrepreneuriat. Je pense que c'est important aujourd'hui pour des personnes qui veulent travailler dans ce secteur-là, d'être certaines qu'elles pourront justement exercer leurs compétences, les développer. Et il y a beaucoup d'organisations aujourd'hui dédiées à l'impact positif, à l'intérêt général, qui, comme le groupe SOS, se sont beaucoup professionnalisés et qui sont capables aussi euh, de vous payer correctement. Peut-être que les salaires sont parfois moins importants que dans le secteur classique, et en tout cas de vous offrir un cadre de travail qui vous permette de vous épanouir. Et voilà, et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que travailler uniquement pour le sens, on peut être aussi déçu dans des organisations qui parfois sont pas suffisamment professionnelles ou qui vont beaucoup tourner autour de l'affect. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point qu'on a abordé la dernière fois, mais avant ça, en parlant de conseils. Est-ce que tu aurais trois conseils, ou plus ou moins, selon ce qui te vient, qui te semble essentiel en tout cas, pour justement aborder un changement professionnel pour toutes les personnes qui se sentent pas à leur place Mm. et qui se disent, bah tiens, j'ai envie de changer. Quels sont pour toi à quoi il faut faire attention? Il faut faire attention, mais je pense que déjà, que ce soit une reconversion ou essayer d'arriver dans ce secteur après ses études, je pense qu'il faut il faut déjà se demander ce qu'on a envie de faire comme métier et être formé pour ça. Ça, parce que, y compris des organisations comme la mienne, on va avant tout chercher des compétences. C'est normal, hein. Vous avez besoin de comptables, de juristes, de personnes qui vont faire des ressources humaines ou de travailleurs sociaux sur le terrain, de soignants, enfin. Donc nous, on recherche avant tout des compétences. Et donc je pense qu'il faut être à l'aise avec ces compétences-là, les avoir développées le plus possible. Et puis voilà, aussi avoir trouvé sa voie en matière de métier. Euh, et ben, il peut aussi y avoir des reconversions en termes d'activité professionnelle et de métier. Mais voilà, en tout cas, c'est important de savoir à peu près ce qu'on a envie de faire. Et puis après, le cadre dans lequel on le fait est évidemment important. Euh, mais voilà, avant tout, être OK sur le métier qu'on veut faire. C'est important. Et puis après, moi, je dirais que c'est un mélange
les deux conseils suivants, ça peut être et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, euh, une forme d'exigence, euh, c'est-à-dire que si on se sent pas bien là où on est, peut-être que ça vaut pas le coup d'insister trop longtemps parce que on passe beaucoup de temps au travail chaque semaine et puis au cours de la vie. Euh, donc, euh, donc ça vaut sans doute le coup d'avoir une forme d'exigence en n'acceptant pas peut-être de se sentir euh, pas au top dans son travail. Euh, voilà. Et le troisième conseil qui est lié au deuxième, c'est quand même d'avoir aussi une forme de bienveillance envers soi-même. Il faut accepter qu'on puisse tâtonner. Il faut accepter qu'on trouve peut-être pas forcément tout de suite le job de ses rêves dans l'environnement de ses rêves. Mais en tout cas, voilà, c'est important, je pense, d'avoir un équilibre entre les deux. Merci beaucoup. Et effectivement, en termes de bienveillance, tu parlais aussi de bienveillance en termes de temps, de se laisser le temps. Et aussi, la dernière fois, tu parlais du fait qu'il y a des personnes, moi la première, hein, j'étais dans le privé avant, j'étais commerciale et après je me suis lancée dans le social. Et juste aussi, attention à pas se brûler les ailes. Et je trouve hyper bienveillant le fait que tu mettes en avant qu'il faut aussi quand même vérifier la solidité de l'association pour pouvoir aussi en vivre et se donner oui, avoir du sens oui, sans se brûler les ailes et sans se dévouer corps et âme à ce qu'on fait pour pouvoir tenir debout aussi. Oui, Donc je trouve vraiment hyper bienveillant le fait que tu nous portes ce regard sur cette facette aussi du monde du social. tout à fait. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Moi, j'avais été assez marqué quand j'avais commencé à travailler dans l'organisation donc pour laquelle je travaille depuis plus de 20 ans maintenant, en découvrant justement ce monde du travail social. Et je pense qu'il faudrait en parler plus, d'ailleurs d'abord pour valoriser davantage ces métiers-là, qui sont évidemment indispensables à notre société. Il faut davantage de reconnaissance, les rémunérer mieux. Et puis, je pense qu'effectivement, il faut être fier que des personnes s'engagent au quotidien sur des sujets qui sont pas toujours faciles. Mais c'est des gens, malgré tout ça, qui moi, me font beaucoup de bien. Je passe beaucoup de temps sur le terrain et je vois toujours des gens qui trouvent des solutions là où c'est difficile d'en trouver et qui finalement ont le sourire parce que je pense ils sont bien dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. Mais ce qui m'avait beaucoup inspiré quand j'avais rencontré ces métiers que je connaissais pas du tout, c'est un mélange là aussi entre deux injonctions qui peuvent paraître paradoxales. C'est-à-dire il faut pour quand on est travailleur social, pour être utile aux personnes qu'on va accompagner, il faut être persuadé que ce qu'on va faire va être utile. C'est-à-dire il faut avoir cette conviction-là que le temps qu'on va passer avec ces personnes va leur permettre de s'en sortir. S'il n'y a pas ça, c'est extrêmement compliqué. Si vous y allez un peu sur la réserve, enfin, donc il faut un engagement qui est extrêmement important. Et à la fois, l'autre injonction, c'est aussi que malgré tout ça, ça peut échouer. Et que donc, vous n'êtes pas non plus responsable à un moment donné du fait que la personne va peut-être ne pas aller mieux ou ne pas se sortir de la situation dans laquelle elle est. Et j'aime beaucoup cette complexité entre je m'engage à fond et je sais quand même quelque part, il faut quand même que j'ai quelque part dans ma tête euh, le l'idée que salvatrice, que tout ne dépend pas de moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aussi utiliser, notamment sur la question climatique, où on parle beaucoup d'éco-anxiété. C'est plus que de l'éco-anxiété, c'est de l'angoisse chez beaucoup de personnes, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et donc voilà, je pense qu'on a tous un engagement à avoir pour que les choses aillent dans le bon sens sur ce sujet-là, et tout en sachant que voilà, on n'est pas non plus responsable de tout à chacun à notre niveau à 100%, quoi. Donc voilà, c'est cet équilibre-là que je trouve intéressant avec un engagement qui doit être quand même le plus poussé possible pour la solidarité ou pour la question environnementale aujourd'hui.
et à la fois quand même se rappeler que tout ne dépend pas de nous non plus. Mm. Merci pour cette parole bienveillante. Puis ça me permet aussi de faire une petite dédicace à mes collègues de cœur aussi, à tout ce monde que j'ai découvert de l'insertion professionnelle, où on sait même pas en fait quand on n'est pas forcément du milieu que ces personnes existent. Mais il y a des personnes justement qui sont donc des conseillers, des conseillères d'insertion professionnelle, socio-professionnels d'ailleurs, parce que je les entends déjà qui me diraient non attention, c'est socio-professionnel. Et justement pourquoi? Parce que ce métier-là, ça implique en fait d'aider que ce soit les jeunes, que ce soit les migrants, que ce soit voilà vraiment tous les publics à pouvoir s'insérer sur le monde du travail, mais aussi s'insérer dans la vie tout simplement, à s'intégrer socialement. Et voilà, petite dédicace à eux et aussi à tous les travailleurs sociaux. En gros, à toutes les personnes, franchement, qui s'impliquent chaque jour. Moi, il y a un chiffre qui m'a touchée, c'est que quand on s'engage dans le travail social aussi, on peut perdre en espérance de vie à long terme. Donc ça, c'est un. J'avais découvert le chiffre, je sais plus c'était quel chiffre exactement, mais pour moi, il est aussi important. Ça veut dire que voilà, attention à vous, prenez bien soin de vous. Tout le monde prend soin des autres, mais du coup, faites bien attention à vous. Vous êtes les premières personnes. Ça me fait penser à l'avion où on dit faut d'abord mettre l'oxygène sur vous pour pouvoir aider les autres. Bah, c'est vraiment tout à fait ça. Mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui se reconnaîtront et dont aussi dans mes proches. Voilà, vous êtes des personnes qui marquent des vies. Moi, j'ai eu la chance d'être aussi conseillère en insertion et c'est touchant en fait de voir l'évolution des personnes et à quel point une rencontre peut faire aussi une différence dans une vie. Et donc bravo pour le métier et votre engagement auprès en fait de tout le monde entier parce que si vous favorisez un monde plus joli, le monde forcément autour et les gens seront mieux et ainsi de suite. Je suis sûre que ça prête que un cycle positif. Voilà. Alors, du coup, on a fait le tour au niveau des conseils, des questions, et puis tout simplement par rapport à ton parcours. Toi, qu'est-ce que tu retiens finalement avec le recul de tout ton parcours? Je retiens que je regrette pas les choix que j'ai faits il y a un petit moment maintenant et qui m'ont mené là où je suis, et que donc ça vaut le coup parfois de basculer. Euh, Après, c'est moi la question que je me pose effectivement pour les autres en fait, pour ceux qui ont pas encore fait ce choix, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe le cap ou pas quoi. Et parce que en fait, quand vous faites, et c'était peut-être encore plus le cas il y a quelques années qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est encore parfois, ça arrive encore parfois, quand vous faites ce type de choix de quitter une situation qui peut être avoir l'air très confortable, notamment pour votre environnement, pour vos proches, vous allez forcément avoir des personnes qui vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu fais ça? Ta carrière est tracée, t'as pas besoin de prendre ce type de risque. Donc, il faut être capable de faire ce travail d'introspection et être capable de savoir ce dont on a envie. Et puis, si vraiment fondamentalement on a envie de ça, eh ben en tout cas s'accrocher, avoir confiance en soi, et puis faire aller au bout de sa démarche, parce que je pense il y a pas pire que d'avoir des regrets. Donc voilà, c'est surtout pour les plus jeunes. Je pense que on sait que plus les années passent, plus peut-être on peut s'enfermer dans une forme de confort, surtout quand on travaille pour des grandes entreprises. Donc donc en fait, je pense que si on s'adresse particulièrement aux jeunes, je pense que ça vaut le coup de leur dire que c'est sans doute intéressant de d'accepter de tâtonner un peu, mais peut-être de pas le faire trop longtemps non plus, et en tout cas d'essayer d'être le plus heureux possible dans son travail. Et on sait effectivement, c'est un peu ce que tu disais il y a quelques minutes, que les gens qui ont un engagement, que ce soit en dehors du travail, mais aujourd'hui on peut aussi le trouver dans son travail, la quête de sens. Mm. C'est des gens qui vont bien, en tout cas qui sont ouais, qui sont à l'aise, qui ont l'impression d'être utiles et qui du coup véhiculent ça aussi autour d'eux. Et je pense que tu parlais de cercle vertueux, de cercle positif.
je pense qu'on a tous besoin aujourd'hui de ça, quoi, d'avoir de plus en plus de personnes qui s'engagent. Moi, c'est un peu le thème que je porte au quotidien, c'est de dire on a aujourd'hui besoin que tout le monde s'engage. Le groupe SOS fait des choses extraordinaires, par exemple, mais on n'y arrivera pas tout seul. Il faut que de plus en plus de personnes s'engagent, fassent du bénévolat. Il y a une initiative en France qui est remarquable, je trouve, qui s'appelle les bureaux du cœur, c'est-à-dire que des chefs d'entreprise ont décidé de faire en sorte que leur entreprise, le soir, puisque les locaux existent, qui sont chauffés, qui a en général des points d'eau, de faire en sorte de pouvoir accueillir des personnes en situation de précarité en lien avec des associations le soir dans leur bureau. C'est en train de se développer beaucoup. C'est pas la solution, mais le groupe SOS porte plein de solutions. C'en est une autre, celle des bureaux du cœur. Il y a d'autres personnes, je sais, qui parfois vont vivre ou organiser une colocation avec là aussi des jeunes travailleurs qui n'ont pas les moyens ou des personnes en situation de précarité. Voilà, il y a plein de choses formidables qui existent. Il y a plein de héros qui font des choses formidables. Je pense que maintenant, c'est à nous tous, et notamment aux médias, aux politiques, de s'emparer davantage de ces sujets, de repérer ce qui fonctionne et d'aider les acteurs et les personnes qui font des choses extraordinaires à les développer plus vite et à donner envie à tous de s'engager. On peut tous s'engager au quotidien, on peut aller donner son sang, on peut aller rejoindre une association environnementale ou sociale. Enfin, et aujourd'hui, en plus, avec Internet, c'est quand même assez facile de trouver près de chez soi les associations qui peuvent vous accueillir. Nous, on va même jusqu'à développer des plateformes numériques qui permettent justement de matcher des associations locales avec des personnes qui, à un moment donné, ont envie de s'engager sur leur territoire. Donc voilà, il y a plein de choses formidables et on a, je pense, tous envie et besoin qu'elles soient davantage connues. Et justement, donc à Genève, on a la plateforme qui s'appelle genèvebénévolat.ch. Mais comment on peut... Génial. Oui, voilà, au cas où. Et justement, j'aimerais aussi dire que un engagement, ça peut être, oui, totalement fait de toute façon avec le cœur, mais ça peut être aussi, qui sait, une opportunité aussi de gagner en compétences en fait, et aussi d'agrandir son C'est réseau. tout à fait vrai. Moi, par exemple, honnêtement, j'ai fait du bénévolat dans l'insertion professionnelle quand j'étais dans le commerce, mais je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Donc, j'animais des ateliers sur la confiance en soi et les entretiens d'embauche, mais je savais pas, franchement, en toute franchise, que ça existait. Enfin, je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, ça peut être aussi l'opportunité aussi de rencontrer des personnes. Ça peut être l'occasion du coup de gagner en confiance en vous aussi, en fait, en étant tout simplement actif. Je pense aux personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, qui en souffrent, de pas en fait d'avoir d'activité, etc. Ça peut être aussi une occasion, même si c'est quelques heures par semaine ou une fois par mois, non mais au moins de savoir que vous avez un but et que vous vous sentez utile. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, comment on peut faire si on peut, justement, si on a envie de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec le groupe SOS? Comment on peut trouver une opportunité de s'engager? Eh bien, il faut regarder effectivement sur notre site internet. On fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à des gens qui voudraient donner un coup de main. On a une association, par exemple, qui s'appelle Parrain par 1000. C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup, le parrainage ou le mentorat. Si toutes les personnes qui vont bien en France et ailleurs s'engageaient quelques heures par mois, c'est pas forcément énorme non plus, mais quelques heures par mois pour un enfant qui a besoin qu'on l'aide un peu sur l'aspect scolaire, ou qui a besoin aussi qu'on lui ouvre de nouvelles perspectives, de partir en week-end ou simplement d'aller visiter des musées parce qu'il le fait jamais dans son quotidien. Moi, je parraine un jeune réfugié qui est arrivé, il était mineur, il s'appelle Lamine. Donc, il a traversé une partie de l'Afrique parce qu'il considérait que c'était une question de survie pour lui. Et voilà, je l'accompagne dans son intégration en France. Je réponds aux questions qui peuvent se poser sur notre pays, sur notre culture. J'ai passé un peu de temps avec lui aussi pour l'aider à trouver un travail. J'ai utilisé LinkedIn, ce qui a été très bénéfique puisque l'entreprise dans laquelle il avait fini sa formation de menuisier, il est menuisier, a été liquidée. Et donc, il s'est retrouvé du jour au lendemain quasiment sans travail. Mais il avait fini sa formation. Et donc, j'ai mis un message un jour. Et donc,
ce qui prouve que les réseaux sociaux aussi, qui sont beaucoup critiqués, en tout cas LinkedIn, peuvent être aussi très très utiles et très solidaires. Donc j'ai mis un message en expliquant un peu qui était Lamine, comment j'essayais de l'aider et quelle était sa situation. Le post a beaucoup circulé et un menuisier. Il y a aussi des menuisiers sur LinkedIn. En tout cas, un chef d'entreprise dans ce domaine-là a fini par me contacter en me demandant s'il pouvait rencontrer Lamine, et c'est comme ça qu'il a été recruté. Donc voilà, je pense que c'est un peu partout. Il y a des associations qui proposent ce type de parrainage. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ok, merci beaucoup. Et peut-être juste avant de terminer, aujourd'hui, j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer dans une activité indépendante. Si elles ont envie d'avoir une démarche économique, sociale et solidaire, qu'est-ce qu'elles doivent faire? En tant qu'indépendant, je pense qu'il y a quelque chose qui, si ces personnes ont un peu de temps, parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours évident, mais après c'est une question d'organisation et de choix et de volonté. Mais il y a beaucoup d'associations, notamment des petites associations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des compétences sur l'ensemble des sujets sur lesquels elles sont. Et donc, je crois aussi beaucoup au mécénat de compétences. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous avez développé des compétences importantes en communication, en ressources humaines, enfin sur des sujets qui peuvent être utiles aux associations, parce que évidemment, elles travaillent avant tout sur le terrain, mais ce sont aussi des organisations professionnelles qui ont besoin de se structurer. Donc, je crois que les entrepreneurs, effectivement, auront beaucoup d'utilité à se rapprocher parfois des associations, notamment de leur territoire, pour voir effectivement si un peu de mécénat de compétences, donc mettre tout ce que ces entrepreneurs savent merveilleusement faire au quotidien au profit d'une association locale. Je pense que ça peut être très utile. Oui, sur la communication, sur les ressources humaines, ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur parfois sur la façon dont on gère ses salariés et ses bénévoles, d'avoir des gens qui peuvent être aussi créatifs, parce que les associations ont besoin aussi, oui, de porter leur plaidoyer et parfois de récolter des fonds. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles les entrepreneurs et les entreprises de façon générale, sans parler évidemment de tout ce que peuvent faire les entreprises et les fondations en termes de mécénat, qui est très utile aussi. Mais moi, je crois beaucoup effectivement à la convergence de tous ceux et toutes celles qui ont envie de s'engager. Et aujourd'hui, le secteur non-profit, le secteur non lucratif, de façon générale, peut pas tout faire tout seul. On a besoin évidemment des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises, des entrepreneurs, des citoyens. Voilà. Et je pense et puis c'est un peu ce qu'on a dit et ce que tu as dit aussi à un moment, c'est que il y a beaucoup de plaisir et de bien-être aussi dans l'engagement citoyen. Donc, je pense que c'est un bon projet de société. Oui, et c'est bon pour la longévité et la santé et le moral, d'après l'Ikigai. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter. C'est hyper intéressant. Ok, alors du coup, comment on peut te suivre maintenant? Et voilà, comment on peut prendre des nouvelles, comment on peut suivre ces fameux héros que tu présentes régulièrement? Eh bien, en me suivant sur LinkedIn, je suis très présent effectivement sur cette plateforme, et donc je partage très souvent, effectivement quasiment tous les jours, des belles histoires d'engagement ou des initiatives effectivement qui me semblent aller dans le bon sens pour plus de solidarité, de respect de l'humain et de l'environnement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur cette belle plateforme qu'est LinkedIn et à échanger pour inventer de nouvelles solutions ensemble. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi? Écoute, j'étais très content de passer ce moment avec toi. J'ai trouvé l'échange très, très intéressant et j'ai pris beaucoup de plaisir. Écoute, moi aussi. Merci pour ton sourire, ta disponibilité et surtout, la richesse de l'échange. Et je te dis à tout bientôt. Merci beaucoup, Stéphie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci à toi, Nicolas, pour ton temps et tes précieux conseils. Merci pour toutes les ondes positives que tu partages chaque jour sur LinkedIn. Ça fait du bien.
et à tous, j'aimerais vous dire de participer à ce podcast. Comment ? Vous pouvez tout simplement me donner vos feedbacks. Qu'est-ce que vous appréciez ? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans ce podcast ? La durée, les thématiques, bref, tout, vous pouvez tout aborder. N'hésitez pas à participer, c'est aussi votre podcast. À très vite.